Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette soirée autour de la question justice. La prison vaut-elle la peine? Donc quand on a commencé à aborder la question de ce numéro, en fait on s'est d'abord intéressé aux prisons en tant que telles. C'est ça qui nous a interpellés. Et en fait on s'est vite rendu compte que si la prison nous posait beaucoup de questions, peut-être que les réponses étaient à aller chercher à l'extérieur de ces prisons justement. Parce que voilà, aujourd'hui, pour qui veut le savoir, nous sommes suffisamment documentés sur les conditions des détenus grâce aux travaux notamment d'organismes comme l'Observatoire international des prisons, pour ne citer que. Mais voilà, il ne s'agissait pas de faire un énième numéro qui reproduisait ce qu'eux produisaient si bien pour nous rappeler les conditions dans lesquelles vivent la plupart des détenus en France. Et donc, en creusant, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est ce lien entre prison et justice pénale. Nous savons tous que la prison brise des vies, et ce, dès de courtes peines, et avec un taux de récidive de 61%, on peut se demander si la prison protège encore la société. Alors pourquoi donc notre justice pénale est-elle si liée au tout carcéral? Et au-delà de cette question, est-ce que c'est pas aussi notre imaginaire qu'il faut libérer de la prison comme référentiel? Donc ce sont les questions du numéro. Autrement dit, voilà, quand il s'agit de rendre justice, est-ce que la prison vaut-elle la peine? Et donc pour ce soir, on a décidé, parce que le numéro est assez vaste, de se concentrer sur les alternatives et les aménagements de peine, ceux qui existent, mais aussi échanger avec vous tous sur ce qui mériterait d'être développé, ce qui pourrait être inventé. Car finalement, on pourrait se demander si l'appareil judiciaire et pénitentiaire n'aurait pas pour mission finalement de renouer les fils déchirés du tissu social. Pour en parler avec nous ce soir, tout de suite à ma droite, Sophie Lebihan. Donc vous travaillez à la municipalité de Montreuil. Vous êtes rattachée à la direction de la tranquillité publique et vous êtes correspondante ville-justice depuis 6 ans. Et plus particulièrement, c'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est que vous avez pour mission de coordonner l'accueil des personnes condamnées à un travail d'intérêt général, le TIG, qui est une alternative à l'incarcération auprès des services de la municipalité. 2 personnes à ma gauche, Élise Duchiron et Axel. Vous venez en fait ce soir de Coucy-le-Château, dans l'Aisne, parce qu'en fait vous avez profité d'une livraison de légumes pour vous arrêter ici, car vous travaillez tous les deux à la ferme du Moyambry. De Moyambry, pardon, je n'ai pas la prononciation picarde. Et cette ferme a la particularité d'accueillir donc des personnes détenues en fin de peine grâce à un aménagement de peine qui viennent vivre et travailler à la ferme. Vous êtes venu aussi avec César qui est avec nous, mais la table était un peu trop réduite, on s'en excuse. Mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Et ce projet, donc vous y êtes depuis 10 mois. Et vous depuis le 4 juillet de cette année. Depuis le 4 juillet, d'accord. Et ce projet existe depuis une vingtaine d'années. Un an, pardon. Donc ce projet existe depuis une vingtaine d'années et est rattaché au réseau Emmaüs France depuis 15 ans. C'est ça. Et je termine avec vous, monsieur Régis Claude-Pierre. Vous travaillez à la direction de l'administration pénitentiaire et plus précisément, vous êtes le chef de bureau au bureau des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine. Tout à fait. Je vais commencer tout de suite avec une première question pour vous. Oui. Alors, parce que ce qui est intéressant et ce qu'on a découvert en tout cas en faisant le numéro, c'est que aujourd'hui, en fait, l'administration suit beaucoup plus de personnes à l'extérieur de l'administration pénitentiaire, Oui. suit beaucoup plus de personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur des prisons. Oui. Vous suivez 175 000 personnes en milieu ouvert, contre seulement, je dis seulement avec tous les guillemets du monde, 70 000 en détention environ. Oui. Donc en fait, c'est une proportion qui est assez méconnue du grand public. Donc juste pour poser un peu les bases de l'échange ce soir, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes mesures que cela concerne, Bien sûr. en quelle proportion? Et je pense que la distinction entre peine en milieu ouvert et aménagement de peine peut être intéressant pour nos échanges. Merci beaucoup. Votre remarque est très importante. Donc, vous faites remarquer que le fait que l'administration pénitentiaire s'occupe aussi de personnes qui sont en milieu ouvert est très, très peu connu. Et pourtant, effectivement, les 2 tiers des personnes qu'on suit, nous, à l'administration pénitentiaire, sont des personnes en milieu ouvert. Pour ne pas faire de langue de bois, je vais vous dire que vous n'êtes pas les seuls à ne pas prendre en considération cette proportion, dans la mesure où même la direction de l'administration pénitentiaire a beaucoup plus de bureaux qui s'occupent du milieu fermé que du milieu ouvert. Donc, je suis le responsable du bureau
qui s'occupe des aménagements de peine des alternatives à l'incarcération, c'est-à-dire que, enfin c'est pas pour, mais nous occupons des 170 000 personnes à un seul bureau, et il y a à peu près 30 bureaux à la DAP. Mais alors, s'agissant de la proportion des mesures et puis la répartition entre aménagements de peine et alternatives à l'incarcération, alors, les aménagements de peine, ce sont lorsque la personne est condamnée à une peine ferme et lorsqu'elle est aménagée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout de suite condamnée à une peine de milieu ouvert, elle est d'abord condamnée à une peine ferme et nous l'aménageons. Voilà. L'article 723.15, je ne vais pas être juridique, mais juste une petite précision. L'article 723.15 permet, depuis 2009, à ce que toutes les personnes qui sont condamnées à moins de 2 ans soient aménagées tout de suite. C'est-à-dire, avant même d'aller en prison, il y a possibilité pour eux que la peine soit aménagée. C'est pour éviter les effets de la désocialisation. Donc, tous les moins de 2 ans peuvent être aménagés à une peine. Là-dessus, c'est clair? Oui. Oui, j'ai une question. Vous parlez aussi des nouveaux bâtiments qu'ils ont fait, mais je sais plus comment on appelle ça. Respecto. Non, pas respecto. Ils ont fait pour faire sortir les détenus plus simplement. En fait, au matin, ils vont faire des recherches d'emploi ou les papiers. En semi-liberté. Et ils reviennent en incarcération. Mais je vais en parler. Et puis, donc, ces peines peuvent être aménagées. Il y a trois mesures d'aménagement de peine sous écrou. Il y a la semi-liberté. C'est donc la possibilité pour la personne de rechercher un emploi ou de travailler. Enfin, elle doit, dans le cadre d'un projet sérieux d'insertion, elle peut être sortie pendant la journée et le soir, elle doit rentrer en prison. C'est la semi-liberté. Il y a le placement sous surveillance électronique, qui est la mesure un peu très connue et qui a un peu mangé malheureusement les autres aménagements de peine. C'est le bracelet électronique, c'est-à-dire je peux sortir, je peux travailler, mais je dois être rentré à telle et telle heure chez moi. Sinon, il y a l'alarme et je suis considéré comme évadé. Ça, c'est le placement sous surveillance électronique. Et la troisième mesure d'aménagement de peine sous écrou, c'est le placement à l'extérieur. C'est donc une mesure auquel on tient énormément, mais qui a été un peu mangée par sa grande sœur, qui est le bracelet, parce que cette fois-ci, c'est pas le bracelet, c'est pas l'alarme qui compte, mais c'est l'accompagnement social. C'est une mesure qui permet à une personne de bénéficier d'un aménagement de peine grâce à une association qui va s'occuper de cette personne, notamment l'héberger et lui donner de l'accompagnement social. Et ça, la ferme de Moyen-Brie, par exemple, ce sont des personnes qui sont en placement à l'extérieur. Voilà les 3 aménagements de peine. Le projet de loi, vous savez, je pense qu'en ce moment, il y a un projet de loi sur cette question, prévoit que l'article 723.15 descende à 1 an. Donc ce ne sera plus les personnes qui sont condamnées à 2 ans, mais les personnes qui sont condamnées à 1 an qui bénéficieront de cet aménagement de peine. Le projet est de baisser la proportion. Donc ça veut dire moins d'aménagement de peine, effectivement, sur ce côté-là. Ensuite, l'aménagement de peine bénéficie aussi à des personnes qui sont en détention, mais qui effectuent leur fin de peine dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine. Donc les 3 mesures dont je vais vous parler sont concernées. Et justement, la ferme de Moyen-Brie, c'est une ferme notamment destinée à ces personnes-là. Des personnes qui ont fait une longue peine en prison, en fait une peine assez importante, et qui vont se réinsérer grâce à ce SAS, entre guillemets, qui leur permet de préparer leur sortie dans le cadre d'un suivi d'une association. Voilà les 3 aménagements de peine sous écrou. Et il y a un autre aménagement de peine qui n'est pas sous écrou, qui s'appelle la libération conditionnelle. À mi-peine, les personnes qui sont notamment condamnées à des longues peines peuvent présenter un projet. C'est le juge d'application des peines qui décidera si c'est possible ou pas. Il présente un projet avec l'appui du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour demander une libération conditionnelle dans le cadre d'un projet sérieux d'insertion. Ce projet sérieux d'insertion, c'est un terme générique qui existe depuis 2009, depuis la loi de 2009. Avant, c'était plus cadré, il fallait un travail ou un projet de soins, mais il fallait quelque chose de très précis. Aujourd'hui, le projet sérieux d'insertion est plus large et permet à des personnes, et permet de faire comprendre à la société aussi qu'on peut s'insérer, pas obligatoirement par le travail ou par des soins à l'hôpital, mais par un projet qui passe par des loisirs, par quelque chose aussi peut-être pour les personnes qui sont retraitées. On a beaucoup de personnes pour des condamnations telles que les infractions à caractère sexuel. On a des personnes qui ont des grandes peines et qui doivent sortir, mais
mais des fois, ils ont 60 ans. Donc, ils ne vont pas proposer un projet lié au travail. Et pourtant, il faut le prévoir, cet intermédiaire entre la détention et leur sortie, parce que ce sont des gens souvent très isolés et qui sont dans des maisons d'arrêt assez dispersées et où ils n'ont absolument aucun lien. Donc, ce projet est aussi à prévoir. Voilà pour les aménagements de peine. Je suis un peu long, mais comme vous dites, monsieur, ça pose les bases. Ouais. Sur les alternatives à l'incarcération, il y a une peine très très importante qui s'appelle le sursis mis à l'épreuve. C'est vraiment la peine la plus importante quant au suivi. Ils sont aujourd'hui 124 142 à bénéficier de cette mesure. Donc en comparaison avec les 70 000 détenus, c'est quand même presque le double. Le sursis mis à l'épreuve, la personne est suivie pendant 24 ou 36 mois, souvent, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation va évaluer les besoins de la personne, va proposer un suivi dans le cadre des obligations de soins qui ont été fixées par le juge d'application des peines, et cette personne va être suivie pendant 2 ou 3 ans par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc là, il n'y a pas cet accompagnement social par une association du placement extérieur, il n'y a pas le bracelet, il n'y a pas la prison de semi-liberté, mais il y a un suivi mis à l'épreuve, c'est-à-dire que la personne est convoquée. L'intensité du suivi dépend de l'évaluation faite par le SPIP, mais l'idée, c'est de prévenir la récidive, par la réinsertion ou par d'autres moyens, mais en tout cas de prévenir la récidive dans le cadre de ce suivi. Il y a une autre mesure, ma voisine vous en parlera en tant que partenaire, car on a beaucoup besoin de partenaires pour bien faire notre travail, c'est le travail d'intérêt général. Donc là, il y a à peu près 38 000 mesures de travail d'intérêt général, c'est-à-dire que le service pénitentiaire d'insertion et de probation suit les personnes qui sont condamnées à une mesure de travail d'intérêt général, qui consiste donc, pour la personne, elle peut aussi avoir des obligations, elle peut avoir par exemple une obligation de soins. Donc, elle a une obligation de soins, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, via les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, va donc faire en sorte que la personne adhère aux soins, c'est-à-dire ça peut durer 6 mois, 8 mois, monsieur, que la personne reconnaisse qu'elle a besoin de soins, et ensuite, elle va aussi avoir à faire son travail d'intérêt général. Souvent, je ne sais pas tout le temps, mais souvent, l'idée du travail d'intérêt général, c'est une mesure qui est très très appréciée tant par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, tant par les juges d'application des peines, mais aussi par nos partenaires, parce que c'est une mesure qui permet souvent de se confronter à la réalité de la vie de groupe, du travail, de se lever tôt, de rencontrer des gens. Donc les services pénitentiaires d'insertion et de probation, lorsqu'ils vont voir les partenaires, ils expliquent bien la mesure pour qu'on déconstruise un peu les représentations qu'on peut y avoir quant aux personnes qui vont être accueillies. Maintenant, c'est sûr que c'est pas toujours facile non plus pour les tuteurs, donc ça je laisserai ma collègue en parler, mais ce travail d'intérêt, ma partenaire, d'un point de vue partenariat, parce que c'est très important ce partenariat, on ne peut pas, nous, service pénitentiaire d'insertion et de probation, évoluer sans nos partenaires. On aimerait que toutes les villes accueillent des travailleurs d'intérêt général, on aimerait que tous les établissements publics accueillent des travailleurs d'intérêt général pour vraiment pouvoir placer des personnes, non pas seulement, allez, t'as ton travail à faire, on compte tes heures et tu repars. Il faudrait que nous, ce qu'on aimerait, c'est arriver à faire que le travail d'intérêt général soit fait dans un domaine qui correspond à la personne et qui puisse ensuite à la personne lui permettre de mettre dans son CV ou en tout cas de s'épanouir dans un domaine qui lui plaît. C'est pas la peine d'obliger une personne d'aller faire des espaces verts si elle n'est pas du tout manuelle et si elle est en échec par rapport à ce domaine-là. Il faut faire attention à ça et pour ça on a besoin de vous. Quand je dis vous, on a besoin de la société civile, quoi. Ça, c'est les 2 mesures les plus importantes du milieu ouvert. C'est pas la peine que je rentre trop dans le détail des autres mesures, même si elles ont toutes leur importance. Juste un tout petit mot sur la contrainte pénale. Vous en avez peut-être entendu parler. La contrainte pénale, c'est une mesure qui a été très très défendue par notre ministre, qui était Madame Taubira, qui a été votée en 2014. On avait de grands espoirs sur cette mesure. Malheureusement, on en parlera peut-être plus tard, malheureusement, les magistrats, pour des raisons qu'on peut peut-être expliquer, mais les magistrats n'ont pas obligatoirement énormément prononcé cette mesure. C'était une mesure un peu de luxe du sursis mis à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il y avait un suivi très fort, avec un partenariat très fort, qui permettait vraiment à cette mesure de donner une grande dimension et qui aurait pu être peut-être un peu plus médiatisée. Malheureusement, elle n'a pas eu l'avenir qu'on aurait aimé qu'elle ait, mais aujourd'hui, le projet de loi prévoit
le sursis de probation qui va remplacer le sursis mise à l'épreuve. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans tout ce qui est technique. J'espère que ça va donner un peu une idée du milieu de l'aménagement de peine et de la fin à l'incarcération. Merci monsieur. Merci beaucoup. Du coup, ça pose effectivement bien les bases et puis on aura l'occasion, notamment à partir de vos questions, d'approfondir tout ça. Mais là, on va faire un petit focus sur le TIGE avec vous, Sophie Le Bihan. Alors, en quelques chiffres, donc, le TIGE a été créé en 83, donc à l'époque c'était Robert Badinter, si je dis pas de bêtises, qui s'est inspiré de mesures aux États-Unis. En tout cas dans le monde anglo-saxon. En 2015, donc c'était 37 000 personnes, là vous avez parlé de 38 000, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. C'est 7% des peines prononcées. Et si 90% des tiges se déroulent sans incident, il y a quand même 23% des peines prononcées qui en fait ne peuvent être exécutées faute de moyens, faute de places disponibles. Donc en fait, partant de ce constat, nos auteurs dans le numéro, donc Léa Grujon du Forum TIGE et Stéphane Jacot qui réfléchit sur ces questions-là pour La République En Marche, dans leur article TIGE axé le sens de la peine sur la réparation, en fait sont plutôt favorables à l'annonce du gouvernement de créer une agence française du TIGE, qui est calée sur à peu près l'agence du service civique. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, l'enjeu de cette agence aurait pour mission de former les tuteurs de TIGE, de mettre en lien l'offre et la demande grâce à une plateforme numérique, d'évaluer et de promouvoir le TIGE. Mais bon, ils ont tout de même deux réserves. C'est l'étude d'ouvrir le TIGE au secteur privé marchand et de prolonger la durée de TIGE de 280 heures à 500 heures à effectuer, notamment pointant le risque d'essoufflement autant du côté de la personne condamnée au TIGE que de la structure accueillante. Donc est-ce que, à partir de votre expérience à la ville de Montreuil, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez à la fois des constats énumérés par nos auteurs et de cette proposition d'agence du TIGE ? Oui, alors en effet, je coordonne depuis maintenant presque 6 ans le dispositif du travail d'intérêt général au sein de la ville de Montreuil. Je ne fais pas que ça, c'est une de mes missions. Donc c'est un dispositif que la ville a mis en place dès le début. Pour faire un petit focus, en 2018, avec des petits chiffres, en 2018, 25 tiges ont été effectuées et terminées entièrement au sein de la ville de Montreuil. 2 tiges ont été réalisées partiellement et seulement 5 demandes n'ont pas pu être satisfaites sur la ville parce que nous n'avions pas de place. Soit les postes étaient occupés, soit les tuteurs n'étaient pas disponibles. Donc en général, en effet, ça se passe vraiment très bien. Le seul constat qu'on peut faire, c'est que quand ça se passe mal, en fait, c'est que les personnes ne sont pas venues du tout au rendez-vous de présentation, puisqu'il y a toujours un rendez-vous de présentation qui est organisé. Donc, grosso modo, en fait, on a donc un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui nous contacte. Donc on est 2, j'ai une collègue qui travaille avec moi. On est contacté, on demande au conseiller pénitentiaire d'insertion de nous préciser le plus possible le profil de la personne, voilà, ses compétences, son âge, voilà, son niveau de diplôme, pour si ce n'a pas déjà été évoqué avec la personne, proposer un poste le plus adapté possible. Donc ensuite on fait un rendez-vous de présentation. Une fois qu'on a contacté le tuteur et qu'il a accepté de prendre en charge la personne condamnée, et on fait un rendez-vous de présentation avec le tuteur, donc notre direction, la direction de la tranquillité publique, et le SPIP, donc pour cadrer en fait. J'ai oublié la personne condamnée, le SPIP et le tuteur. Pour cadrer le TIGE sur place. Et les seuls incidents qu'on a notés cette année, en tout cas, c'est 5 personnes également qui ne sont pas venues au rendez-vous de présentation et qui ont été recontactées par le SPIP et qui n'ont pas donné suite. Donc là, dans ces cas-là, en général, le SPIP nous dit de laisser tomber et donc le SPIP fait un rapport au juge d'application des peines, voilà, un rapport en incident.
Donc à Montreuil, c'est un accueil qui est très cadré. Je démarche les services municipaux, les services intercommunaux et très prochainement, on a décidé à Montreuil d'essayer de développer aussi, de tenter de développer les postes TIG au sein des associations. Donc, si vous voulez, je pourrais développer après sur les postes TIG existants. Sur l'annonce du gouvernement de créer une agence du travail d'intérêt général. Alors, moi, je suis particulièrement dubitative sur cette annonce gouvernementale et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Déjà, je suis surprise de vouloir créer, de vouloir créer une autre structure, alors qu'il existe déjà des instances, des institutions qui sont chargées de développer ces postes TIG, notamment les collectivités territoriales. Il faut savoir que le maire est coordinateur de la politique de prévention de la délinquance. Et donc ça rentre dans ses missions et bien sûr il faut aussi souligner le travail du SPIP, des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui font tout ce travail actuellement. Même si évidemment on pourrait évidemment se satisfaire d'avoir plus de temps pour développer davantage. Et donc là, à mon sens, l'idée ne serait pas de créer une structure qui va sûrement coûter très cher, dont on ignore encore quel sera son statut, mais pour moi, ce serait davantage de renforcer les moyens humains, notamment au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et pourquoi pas dans les collectivités territoriales également. Donc, sur un empilement de structures les unes sur les autres. Sur la formation des tuteurs qui est proposée, c'est pareil, j'émets une réserve parce que souvent ce qui est dit, c'est que les tuteurs accueillent des TIG comme ils accueilleraient un stagiaire, comme ils accueillent un maintien dans l'emploi. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps au sein de la ville et qui reviennent un peu et qui font des petites missions de 6 mois à droite à gauche. Donc leur imposer ou même leur proposer une formation de tuteur, moi j'ai peur que ça les effraie, que ça leur fasse peur. En revanche, ce qu'ils ont exprimé, c'est le souhait, parce que du coup on fait des réunions quand même annuelles, on fait des bilans moments convivial, on appelle ça comme ça, donc avec en général quand c'est en janvier on fait la galette des rois, on a été jusqu'à Pâques, parfois le moment du bilan est un peu retardé dans l'année, mais voilà, c'est un moment d'échange avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les CEPIP qui donc orientent des personnes sur Montreuil, tous les tuteurs, et puis la direction de la tranquillité publique. Donc c'est un réel moment d'échange et on a décidé dans le cadre de la dernière réunion d'organiser une journée justice pour les tuteurs et c'est parce que ce qu'ils souhaitent c'est mieux comprendre en fait le fonctionnement de la justice comme certainement vous qui êtes présents ce soir et c'est aussi pour ça qu'ils souhaitent s'engager, c'est un engagement d'être tuteur, c'est un engagement personnel, c'est une conviction, c'est parce qu'ils apprécient la démarche, qu'ils ont envie de répondre à une cause qu'ils trouvent juste et donc ils veulent mieux comprendre le fonctionnement général de la justice. Donc la prochaine journée, la journée tuteur qu'on va mettre en place, par exemple en novembre, on va, visiter l'ancien palais de justice de Paris à la Cité, et puis ensuite on ira assister à une audience et pour les remercier de leur engagement, la ville leur offrira un déjeuner. Donc ça déjà, moi j'ai une appréhension, c'est que j'ai peur parce que je me suis rendu compte au moment du bilan, quand c'est très concret ce que je vous dis, mais en fait quand on les invite à un bilan de 2 heures, on voit déjà que certains ne viendront pas au bilan parce que pour des raisons de service. Donc déjà, j'ai un peu peur de ça, rien que pour leur dégager une journée interne. Bon, on va associer bien sûr leur hiérarchie pour inviter à ce qu'ils soient libérés de leurs obligations, mais donc une formation, ça me...
faut voir ce qu'on y met derrière. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, il ne faut pas que ça leur fasse peur. Voilà. Ensuite, sur la plateforme numérique. Alors, sur la plateforme numérique, pour mettre en lien, donc c'est ce qui est proposé dans le rapport, pour mettre en lien l'offre et la demande. En fait, la plateforme numérique, d'après ce que j'ai compris dans le rapport sur le travail d'intérêt général qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, en fait, la plateforme a été pensée parce que, a priori, les magistrats seraient réticents à condamner à une peine de travail d'intérêt général parce qu'ils n'auraient pas la visibilité de l'offre de poste TIG. Et donc la plateforme leur permettrait d'avoir déjà une visibilité. Là, je suis particulièrement dubitative parce que un poste qui est disponible, enfin, du coup, ça serait à nous de remplir ça. Alors, je ne sais pas si ça serait au tuteur directement, mais si ça serait au coordinateur de la ville, mais on ne peut pas au moment à un moment T, imaginer que le poste soit disponible et que le temps de mise en œuvre de la mesure, parfois qui peut aller jusqu'à 6 mois, voilà, voilà, jusqu'à 6 mois, ça ne veut pas dire que le tuteur, s'il est disponible à un moment T1, le sera au moment T2. Et puis il y a aussi toute ce lien interpersonnel. Le tuteur n'est pas forcément... Le tuteur aime bien savoir quel est le profil de la personne, il aime bien prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc il y a tout cette discussion, cet échange interpersonnel qui s'élabore pour que le tuteur accepte. Donc, voilà. Et je termine sur les 500 heures proposer un travail d'intérêt général allonger la durée à 500 heures. Me paraît très difficilement réalisable parce que déjà, alors nous on n'a pas de 280 heures, en moyenne les postes accueillis, on a au maximum des 210 heures et en général on tourne autour de 105 heures. Et déjà, quand on a 210 heures c'est compliqué, mais est-ce que vous, au sein de votre travail, est-ce que demain vous accepteriez de prendre quelqu'un pour une aussi longue période et voilà, il faut lui trouver des missions parce que le plus contre-productif ce serait qu'il n'y ait pas de travail. Donc voilà, ça me paraît difficilement applicable sur le terrain. Merci beaucoup. Donc là, on était du côté des alternatives. Si on va maintenant du côté des aménagements de peine à la ferme du... Alors, je n'ose pas le prononcer, Moyenbré. On sent, en tout cas, quand on s'intéresse un peu à ce que vous faites, qu'il y a vraiment, notamment avec le fait que ce soit des personnes que vous soyez en fin de peine, qu'il y a un enjeu autour de la réinsertion, et notamment pour travailler ce qu'on appelle les sorties sèches qui sont souvent propices à la récidive. Là, on sent qu'il y a un travail autour de ça, et justement dans son article « Efficace la prison », Vincent Delbos, qui est magistrat, lui il articule l'enjeu de la réinsertion autour de 4 piliers: un toit, un revenu, un bien-être et des droits. Alors comment est-ce que vous pouvez nous parler du projet de la ferme du Moyenbré à travers ces 4 piliers-là? Est-ce que ce projet se retrouve dans cette approche multidimensionnelle de la réinsertion? Tu commences? Ouais. Bon, moi je m'appelle Axel. Par contre, j'ai plein de choses à vous dire, ça va durer plus longtemps. C'est vrai. Si, en fait, après, il y a un échange informel autour d'un verre pour parler. Tu vas faire couper sinon. Non, j'oserais pas. Non, en fait, c'est bien la ferme. C'est un petit paradis. Hein. On a un toit, c'est vrai. Quand on arrive, on est accueilli. Déjà, on passe une journée test, mais c'est pas facile de l'avoir, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on entend dire les SPIP, ceci, cela. Mais en fait, c'est à nous de gagner leur confiance. C'est à nous de leur prouver qu'on a envie d'y aller. Et eux, ils ne nous jettent pas dedans. Ils nous accompagnent. Et il faut qu'il ait envie, le SPIP. Et ça, je voudrais le souligner. Le SPIP, juste parce qu'on en a parlé, c'est le conseiller des services de probation. Voilà. Et en fait, donc, service pénitentiaire, insertion et probation. Ils ne sont pas toujours au courant de la ferme de Moyenbré. Nous, on a des échos par des détenus qui sont allés faire une journée test. Et en fait, c'est moi qui me suis proposé envers Maspip. C'est pas Maspip qui est venu me voir. Et ça, il faut le souligner aussi. Donc ensuite, elle a fait le dossier. Ça a pris 18 mois pour atteindre Moyenbré. Alors j'avais envie d'y aller. J'avais un dossier béton, pas de rapport, toujours un détenu modèle. Mais il a fallu que je fasse plus encore.
Mais j'ai réussi, j'ai été recondamné en fait, parce qu'on passe devant le TAP. On a un contrat avec Moyen-Brie, on vous dit oui, ok, la ferme c'est super, on vous fait des rêves, et on vous repasse devant le TAP, c'est-à-dire qu'on vous... C'est le tribunal d'application des peines, c'est-à-dire qu'on vous remet dans une salle, comme on est là, mais il n'y a pas tout ce monde. Il y a moi, il y a le procureur, il y a des juges, 3 juges en général, 3 juges, oui, l'application des peines, un avocat, commis d'office ou un avocat si vous en avez un, et on vous rejuge. On vous rebassine votre histoire, on vous rebassine les faits, ceci, cela. On n'a pas envie d'entendre tout ça, nous. On a envie de leur dire, oui, j'ai compris la prison, ça fait 63 mois que j'y suis. J'ai compris que j'ai souffert. J'ai fait souffrir ma famille, j'ai fait souffrir plein de gens. Et j'ai envie d'aller à la ferme. Et là, c'est pas gagné. Parce qu'il y a un débat qui dure et on vous donne une réponse 1 mois après. 1 mois, vous vous rendez compte, pendant 1 mois, vous ne mangez plus, vous dormez plus, vous vous posez des questions, vous appelez votre famille, vous êtes encore pire qu'avant, parce que c'est une peine qui est terrible. 1 mois d'attente sans avoir la réponse, là, et quand vous avez la réponse, bah là vous êtes heureux, parce que vous partez. Parce que j'ai passé une journée à la ferme de Moyen-Brie, j'ai vu à peu près. Je suis arrivé le 4 juillet, il y a un toit, hein, on vous propose une chambre. On vous donne aussi la possibilité de la refaire entièrement à neuf. On vous meuble. Votre famille peut vous amener des meubles, peut vous amener une télé, un téléphone tout de suite. Chose qu'on n'a pas en prison. Parce qu'en prison, on attend à la cabine. Le coup de fil, c'est on peut le passer, on ne peut pas le passer. Ça, c'est terrible. On a le droit d'aller voir un médecin. On a le droit de se promener. On a le droit de prendre une voiture pour aller à des rendez-vous Pôle emploi. On a le droit de se réinsérer normalement. On ne vous regarde pas avec des yeux comme on vous regarde en prison. Vous êtes devenu une personne normale et plus un détenu. Et les gens sont, comment dire, patients avec nous, même trop. Je trouve qu'ils sont trop patients, c'est des anges. On vous apprend un métier, d'ailleurs on ne vous jette pas tout de suite comme ça dedans, on vous met à l'épreuve. On vous donne le droit de choisir. Et une fois que vous avez fait le tour des ateliers, hein, c'est bien, hein, c'est franchement bien. Ben, c'est le paradis, hein, c'est le bonheur, hein, c'est super. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir, la ferme. Elle est belle, elle est dans un petit recoin, entourée de forêts, des arbres magnifiques, c'est bio, il y a des sources. Moi je m'y plais, hein. Le matin je me lève, je vais croquer derrière les tomates, je vais manger des noix, je me promène, je fais ma promenade. Ma promenade c'était 3 fois 7 pièces en prison, pour 200 personnes. Ou 260 personnes. Là, j'ai 3 quarts d'heure de marche à pied. Tranquille, dans les bois, sur les chemins. J'entends les oiseaux, je vois des chevreuils, des sangliers, des lapins. Je suis heureux. Ah ouais, je suis heureux, hein, franchement. Tout va bien. J'ai un toit, j'ai un salaire. Je paie mon loyer, je paie ma nourriture. On mange en communauté. On participe aux tâches. Vaisselle, nettoyage de la cuisine, enfin des lieux communs. On se lève le matin, on a des horaires pour aller travailler, donc on se réhabitue au travail. Mais bon, j'y étais habitué, je travaillais en prison. Mais le travail n'est pas le même. C'est plus cool, on peut s'arrêter, c'est plus cool, il faut le dire, c'est génial. Il y a plusieurs types de travail, il y a l'élevage, il y a le maraîchage, il y a la maçonnerie, enfin le bâtiment, et puis vous avez les travaux intérieurs, c'est cuisine, voilà, c'est cuisinier, c'est voilà. Moi je suis au maraîchage. J'ai le plaisir tous les matins de me lever et de me dire, pense là où tu viens et regarde où tu es. Et ma journée elle est souriante, elle est géniale, pas de soucis, je dors bien, je rêve un peu plus qu'avant. Je vois ma famille tous les week-ends. Un peu trop. Et je les adore en plus. Et je vois des amis, on a un droit absolu. On a remis les compteurs à zéro. J'ai la chance de recommencer ma vie. J'avais une vie, j'ai travaillé beaucoup. J'ai payé mes impôts comme tout le monde. J'ai fait une erreur dans ma vie. J'ai été condamné. J'ai fait 63 mois ferme. Je les ai portés. Je les ai endurés. J'ai fait souffrir du monde. Ça, je le sais. Aujourd'hui, quand on dit la récidive, il y en a de la récidive, mais il y a des gens aussi qui font croire qu'ils ne la feront plus. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans.
avec une réussite au bout. Je la veux, je l'aurai. J'ai travaillé sur un projet pendant 2 ans et demi en prison. J'étais artisan dans le bâtiment. J'ai déposé un brevet à l'INPI pendant ma détention. J'ai eu les félicitations du juge de la détention. Et le projet, il est encore, je l'ai pendant 5 ans. J'ai déposé donc l'idée. Et j'en suis fier. Et voilà, là j'ai un peu d'argent de côté. Dès que je vais sortir, je vais me consacrer à mon projet et me relancer à mon compte dans le bâtiment. Et j'aiderai les gens un peu plus qui sont dans le besoin. Je serai un peu plus conciliant avec eux. Je sais ce que c'est que la misère. J'ai pas manqué. J'avais tout ce que je voulais avant. J'avais une belle vie. Je l'ai foutu en l'air. Et puis la ferme de Moyen-en-Brie m'aide à retrouver cette sérénité que j'avais avant. Et moi, franchement, je dis que bravo pour la ferme de Moyen-en-Brie. On ne peut pas en faire 10 000 en France. Ça n'existera pas. Mais quelques-unes, ça fera du bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, je n'ai pas pris 2 heures. Si vous voulez compléter, Élise Duchiron. Je ne vais pas compléter, je vais dire autre chose. Je retiens le coup de la journée souriante. Ouais. Peut-être j'aurais dû sortir de la salle pour que tu puisses dire autre chose. Mais... Ça fait quand même plaisir à entendre. Ouais, moi je vais du coup prendre les choses un petit peu différemment. Moi je trouve ça génial d'entendre des témoignages. Vous aviez posé la question de la réinsertion qui était un toit, un revenu, des droits, un bien-être, c'est ça ce que dit Vincent Delbos dans son article. Et je m'étais dit effectivement à la ferme de Moyen-en-Brie, alors on fournit un toit, tu as cité l'exemple de la chambre, du fait d'avoir sa propre chambre, d'en avoir la clé et la responsabilité. Parce qu'on a le droit de la refaire, mais du coup on a aussi l'obligation de bien l'entretenir. Enfin, voilà. On a le droit de la salir aussi. On a le droit de la salir à condition qu'on la rende propre à la fin. Donc voilà. Ça c'est aussi le réapprentissage de ce que c'est que d'être dans un logement ensuite. C'est une responsabilisation pour la suite. Un revenu, oui, à la ferme de Moyen-en-Brie, toutes les personnes qui sont à la ferme sont à la fois hébergées par la ferme, alors moyennant une indemnité qu'ils versent, et ils sont salariés de la ferme. C'est des contrats d'insertion. Donc chacun travaille. Et chacun a un revenu, et un revenu qu'il doit aussi apprendre à gérer. Et alors ça permet d'avoir à nouveau de l'argent, un budget à gérer, ça permet aussi de payer ses parties civiles, ça permet de mettre de l'argent de côté, ça permet de se préparer aussi à reprendre un travail. Et tu l'as très bien dit, on se relève le matin, même si toi tu avais travaillé en détention, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, enfin, c'est aussi se remettre là-dedans. Et ce qui est important à la ferme, c'est ce qui s'y passe, mais c'est aussi le fait que ça prépare la suite, certainement beaucoup mieux que les années de prison. Voilà, on sait très bien qu'une sortie sèche, ça peut être très compliqué. Il y avait la question des droits. Alors c'est vrai, à la ferme, on essaye de faire en sorte que les personnes profitent du passage à la ferme, qui dure environ 9 mois, entre 6 mois et 1 an en général, pour remettre à jour tous leurs droits sociaux, administratifs, etc. Encore ce matin, avant de venir, je discutais avec quelqu'un, il me disait il faut que je refasse faire mon permis de conduire. D'accord, donc les pièces justificatives, il faut que tu aies ta carte d'identité. Ah j'ai plus de carte d'identité. Ah il faut que tu fasses ta carte d'identité aussi. Et il a fait des années de prison, il n'a jamais fait refaire tous ces papiers-là qu'il a perdus avant de rentrer. Voilà, donc ça pourrait certainement être fait avant de sortir. En tout cas, à la ferme, on est sûr qu'on va le refaire avant qu'il sorte de la ferme. C'est aussi l'ouverture des droits, Pôle emploi, CAF, etc. C'est se remettre dans le bain. Donc c'est à la fois des droits qui sont acquis, et puis c'est aussi le fait de réapprendre à faire ces démarches-là, les prendre en charge. Et tout ça, ça prépare la suite. Et puis il y avait la question du bien-être. Alors je me demandais ce qu'il y avait derrière cette expression bien-être. Je trouve que Axel a parlé de beaucoup de choses. Donc le bien-être, on l'entend dans ce que tu décris. Moi, je trouve que ce qui est important, ce que permet la ferme, il y a toute la question des liens, et les liens avec la famille, qui effectivement ne sont pas du tout pareils. Beaucoup des personnes qui passent par Moyen-en-Brie, ils disent que ça n'a rien à voir d'avoir de la visite à la ferme ou d'avoir de la visite au parloir, par exemple, et que même parce qu'on se sent mieux, on a des relations avec ses proches qui sont beaucoup plus fluides. On a même plus envie d'aller vers eux quand on est à la ferme que quand on est en détention. Et puis au-delà de la famille, qui est vraiment un pilier, à mon avis, pour préparer la suite, c'est aussi avoir un lien tout simplement avec d'autres personnes que des personnes détenues ou des surveillants. C'est avoir un lien avec les encadrants, avec les bénévoles, mais aussi avec... voilà, ce soir, il y a l'occasion d'avoir des liens, mais on a livré tout à l'heure les AMAP, et toutes les semaines, on a des liens avec les AMAPiens, les personnes qui achètent nos légumes.
Et donc c'est aussi un lien qui est valorisant, parce que là on est partenaire, hein, c'est eux nos clients, hein, c'est nous qui les nourrissons quand même, c'est une sacrée responsabilité. Voilà, c'est aussi un lien avec les personnes du village, parce que voilà, on est très intégrés dans ce petit village de Picardie, on participe à beaucoup d'activités, mais aussi à la vie de la commune à diverses occasions. Et tout ça, ça participe au fait que on réapprend à apprivoiser le regard de l'autre, on n'est plus... Enfin ça, vous me contredirez si vous avez envie. Non. Mais je pense que quand on est à Moyenbry, on se rend compte qu'en fait les personnes ne vous regardent pas dans la rue comme un détenu. Et je pense que c'est important aussi de réapprivoiser le regard et de reconstruire. Alors ça c'est peut-être parce qu'on déjeune tous ensemble, on devient comme si. En fait, quand je descends le matin déjeuner, j'ai un peu le oui, mais c'est moi qui parle. J'ai plein de choses à dire. Ouais, je récupère le micro après. J'ai peut-être plus envie d'entendre ce que j'ai à dire. Non. On s'entend très bien. Non, en fait, ce qui est génial, c'est que le matin, quand je descends, c'est convivial. Hein. On déjeune, on a du pain frais, du beurre, de la confiture maison, beurre salé, beurre doux, chocolat, céréales. Tout ce qu'on n'a pas en prison. Et c'est génial, hein, franchement, on mange super bien. La nourriture, on appelle ça, nous, la nourriture du Star. C'est infâme. C'est pour se nourrir, c'est immangeable. Même les retraités en maison de retraite, ils mangent mieux que nous. Je vous assure. Mais enfin, voilà. Sinon, tous les matins, moi j'ai une super vue sur la forêt, je vous le dis tout de suite, c'est génial. Et non, c'est vraiment un esprit de famille. On est bien, on s'amuse, on déconne. On est bien avec eux. On embête Élise. J'embête souvent Élise. Merci. Mais j'ai pas perdu le fil. Moi, ce sur quoi j'avais envie d'insister, c'est sur le fait que je pense qu'un passage... je pense que la prison, elle est extrêmement destructrice. Elle est destructrice de liens, elle est destructrice... simplement des réflexes de la vie en société, mais elle est aussi destructrice de manière assez profonde de l'image qu'on a de soi, de l'estime qu'on a de soi-même, de la confiance qu'on a en soi-même. Et on se rend compte qu'à la ferme de Moyenbry, 6 mois, 1 an, c'est parfois un peu court même pour reconstruire ça. Et que si les personnes étaient sorties sans ça, ils seraient sortis de prison avec, à mon avis, dans un état qui ne les met pas en position... favorable pour affronter ce qui les attend et pour redémarrer d'une manière différente et pour repartir de zéro. Alors je dis de zéro, évidemment on repart jamais de zéro, mais malheureusement quand on sort de prison, on a souvent quand même plus perdu que gagné, et donc même si c'est pas de zéro, on a souvent le sentiment de repartir un peu plus bas. Et je pense qu'à la ferme, l'un des premiers travaux, c'est aussi de reconstruire, ou en tout cas de donner la possibilité de réparer tout ce que les années de prison ont mis à mal chez la personne, et notamment l'estime de soi, la confiance en soi, mais la confiance aussi dans les autres. À Moyenbry, on dit que pour nous, c'est important de poser un regard neuf sur la personne. On ne lit pas les ordonnances de jugement, donc on ne sait pas pourquoi les personnes ont été condamnées. C'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est qu'elles ont eu envie de venir à la ferme, qu'elles ont, elles ont payé leur dette à la société, et aujourd'hui on est là pour préparer la suite. Et je pense que ça c'est un élément très important aussi. On n'est pas des conseillers d'insertion et probation qui avons le dossier de la personne et qui allons travailler ça avec la personne. Ça c'est leur travail. Nous, en tant qu'encadrants, en tant que bénévoles, toutes les personnes impliquées dans le projet, c'est vraiment de dire, on a en face de nous des hommes qui ont eu un parcours de vie avec des chaos, et qui aujourd'hui ont le désir de repartir sur autre chose, et c'est ainsi qu'on les accompagne. Et ça, je pense que le regard porté sur l'autre, c'est un élément de reconstruction. Après, comme je parle sous le regard de César et Axel, ils me diront s'il y a des choses qu'ils ne ressentent pas, mais je pense que c'est l'un des éléments très importants, et c'est pour ça que quand je lis les piliers de la réinsertion, un toit, un revenu, des droits, certes, tous ces éléments très concrets, ils sont indispensables, mais de manière bien plus profonde, l'assise personnelle intérieure qu'on peut avoir, elle est à mon avis indispensable, et c'est peut-être ce qui est entendu aussi par la question du bien-être, qui était le 4e pilier, et qui demande du temps, et qui demande de l'engagement humain, et qu'on peut essayer de faire, à mon avis, dans d'autres lieux que la prison.
Merci beaucoup. On va revenir hein, sur la ferme. Mais là, du coup, vous l'avez évoqué, c'est plutôt pour les... on va passer la parole de l'autre côté, mais après, on reviendra. Mais... Il faut le censurer. Non, mais voilà, c'est plutôt effectivement des aménagements pour des personnes qui ont eu des longues peines. Vous avez parlé de plus de 63 mois ferme. Vous parliez du fait qu'il faudrait que ça se développe. Dans le numéro, il y a une interview avec Samuel Gauthier qui a passé 2 ans chez vous pour faire un documentaire avec Nicolas Ferrand qui s'appelle À l'air libre, qui est un très bon film, je ne sais pas si vous l'avez vu, À l'air libre sur la vie du Moyen-Brie, et qui a été diffusé hier au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est ça? Et mais qui est facilement trouvable en DVD. Et donc pour connaître ça, voilà. Il y a des initiatives qui germent. Dans son interview, Samuel Gauthier nous dit que c'est évidemment pas évident. Donc ça, c'est plutôt pour les longues peines. Pour les courtes peines, et je me tourne vers vous, Régis Claude Pierre, parce que vous avez évoqué le nouveau projet de loi. Donc voilà, Nicole Belloubet a présenté un projet au printemps dernier, et il s'avère qu'il est étudié depuis hier au Sénat, en première instance. Et une des propositions phares du projet de loi sur la justice, c'est la suppression des courtes peines. Ce qui, par principe, ce qui est assez intéressant, puisque de toute façon, on s'est dit en faisant ce numéro que le meilleur moyen que les prisons ne soient pas pleines, c'est tout simplement de ne pas les remplir. Et quand on voit qu'en 2014, sur 120 condamnations, 78% des peines ont été prononcées sont inférieurs à 1 an, 78% des peines. Donc on voit que le taux de peine courte est énorme. Et là, le projet de loi propose que plus aucune peine égale ou inférieure à 1 mois ne pourrait être prononcée, et sauf exception, celles de moins de 6 mois seront purgées hors des prisons via des dispositifs alternatifs dont vous avez parlé, semi-liberté, bracelet électronique, placement extérieur. Voilà, dans nos pages, Dominique Rimbourg, qui était le rapporteur à la réforme pénale portée par Christiane Taubira, nous disait que modifier la loi ne suffit pas à modifier les pratiques, il faut en plus se donner les moyens de son application. Donc la question est assez simple, parce que vous pensez qu'à l'administration pénitentiaire, vous serez en mesure de répondre à ce changement-là, cette décision, car on sait que les magistrats ne prendront pas le risque de prononcer des peines qu'ils ne verront pas appliquées. Oui, alors d'abord, excusez-moi, je ne réponds pas tout de suite à votre question. D'accord, je oui. voudrais juste réagir par rapport à la Tout à fait. Mais le temps est le même, 5 minutes. Ah oui. Alors, non, je voudrais juste dire que... C'est pour la salle, après, qu'on puisse échanger. C'est un peu anachronique le fait d'avoir invité la femme de Moyen-Brie, parce qu'on parle effectivement que des courtes peines d'emprisonnement, on en parle énormément dans le cadre du projet de loi. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir invité, je trouve très très intéressant que vous ayez invité Moyen-Brie. Pour pas qu'on oublie effectivement de parler des aménagements de peine pour les longues peines, car c'est aussi une préoccupation qu'il faut qu'on continue à avoir. Elle est un peu moins médiatique dans la mesure où le gros problème en ce moment, c'est nos maisons d'arrêt, où il y a une surpopulation carcérale qui est incroyable, mais ces fameux 63 mois, ils doivent absolument pas se terminer par une sortie sèche. Donc c'est très très bien que vous ayez invité Moyen-Brie pour montrer qu'il y a des choses pour les longues peines et qu'il faudrait aussi les développer. Et nous, à la direction de l'administration pénitentiaire, on est favorable à ce type de développement tel que la ferme. Donc on a aidé la deuxième ferme qui s'appelle la ferme l'Espinassière à se monter financièrement, et on aimerait faire un essaimage, et on voit avec Emmaüs comment on peut on aimerait bien dupliquer l'exemple Moyen-Brie ailleurs en France, en tout cas dans toutes les directions interrégionales. Première chose. Deuxième chose, tant pis si je ne réponds pas à votre dernière question, mais j'ai envie de réagir à ce qui s'est passé. Pas de souci. Deuxième chose, c'est très important ce que vous dites de M. Delbos et comment réagit Élise et tout par rapport au bien-être. Nous, on essaye on ne peut pas comme ça financer et aider les placements à l'extérieur avec des fermes, les fermes ou autres structures, sans mettre des indicateurs, sans dire, ben voilà, on conventionne avec vous à condition que, et malheureusement, nos indicateurs sont des indicateurs objectivables. Oui, il faut qu'il y ait un toit, il faut qu'il y ait un revenu. Pour nous, c'est très important à la sortie. Mais ce bien-être, j'en suis persuadé, et en voyant le film hier de Moyen-Brie, ils en parlent en disant, mais ce qui est important, c'est ce bien-être qui est perdu, cette estime de soi qui est perdue en prison. Ouais, mais comment l'évaluer par indicateur, ça, ce bien-être? Donc malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez. Donc c'est très bien que vous ayez parlé que M. Delbos en ait parlé, et que vous réagissiez par rapport à l'estime de soi et tout. Point. Alors maintenant, votre question, c'était... Oui. Sur les moyens par rapport à... Oui. Si on supprime les courtes peines, oui. Est-ce qu'on a les moyens pour... Alors déjà, on a... le projet de loi est courageux, puisqu'il
il va jusqu'à dire que maintenant les peines de moins d'un mois sont interdites, c'est très nouveau. Il est courageux parce qu'il dit que les peines de moins de 6 mois doivent être aménagées tout de suite par le juge correctionnel, sauf exception. Et c'est là qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de notre courage, mais on fait comme on a quand même été très loin dans ce principe de l'aménagement de peine ab initio. Effectivement, il y aura quand même, sauf, donc il y a toujours la possibilité pour les 1 à 6 mois à ce que les magistrats prononcent des peines d'emprisonnement ferme. Parce que je vous dis juste le texte, il est important, c'est toutes les peines de moins d'un mois sont interdites, peine ferme, prison. Et toutes les peines de 1 à 6 mois doivent être aménagées ab initio. Ça veut dire tout de suite. Tout de suite, je vous condamne à 3 mois prison, mais je l'aménage tout de suite. Je suis obligé. Sauf impossibilité tenant la situation ou la personnalité de la personne. Donc ce sauf, c'est une fenêtre qui permettra aux magistrats effectivement de continuer à mettre des gens en prison. Mais il y a quand même un vrai progrès grâce à cet article de la loi. Et le deuxième progrès, il doit venir de nous, de proposer un vrai contenu aux personnes qui sont... un vrai contenu qui rassure les magistrats. C'est-à-dire que peut-être qu'on a à travailler effectivement sur qu'est-ce qu'on va faire si le magistrat condamne la personne en semi-liberté tout de suite, sans même savoir s'il a un boulot, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne, qu'est-ce que nous on va construire avec cette personne. Si on dit aux magistrats, si les magistrats savent que dans le cadre de son contenu, dans le cadre de cette mesure pendant la journée, nous, SPIP, on va faire quelque chose avec ces personnes, on va travailler sur leur estime de soi, par exemple. Il faut arrêter les tabous et arrêter de parler juste d'emploi, etc. Travailler sur l'estime de soi, travailler sur un certain nombre de prérequis qu'ils avaient et qu'ils ont pu ou qu'ils n'ont jamais eu. Eh bien, si le juge le sait, que dans tel département, il y aura tel ou tel contenu à la mesure, on peut parier, on peut espérer que le magistrat n'hésitera pas à prononcer l'aménagement. Est-ce qu'on a les moyens? Bonne question. Il va falloir qu'on reventile effectivement un peu nos crédits et qu'on les mette un peu plus sur le contenu plutôt que sur autre chose. Il va falloir qu'on réfléchisse à la question comment on va mettre les moyens. Mais en tout cas, nous, notre volonté, notre bureau, c'est de proposer des contenus à tous les départements et d'imposer au service pénitentiaire d'insertion et de probation un minimum à ce que les juges soient au courant lorsqu'ils prononcent ab initio, qu'ils savent qu'ils peuvent être assurés. Il y aura un contenu important, parce que le fait que le mec ait un boulot, il a une fiche de paye, alors le juge, ça le rassure, mais ça sert à rien. Si la personne n'a jamais travaillé, qu'elle travaille juste pendant le moment de l'aménagement de peine, alors que les prérequis n'ont pas été travaillés, ça sert absolument à rien. Il faut qu'on évolue tous notre mentalité et qu'on travaille sur ce sur quoi la personne a besoin pour ensuite pouvoir reprendre du poil de la bête. On va avec ce monsieur qui nous parle bien là, que le placement à l'extérieur, pendant le placement à l'extérieur, on voit qu'il est en train de complètement se reconstruire et on devine comment il serait sorti sans ça à la fin de sa peine de prison. On voit combien ce bien-être est important. À nous d'essayer de dupliquer. Voilà. Enfin, j'espère que je n'ai pas fait de langue de bois, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est notre volonté. On va tout faire pour. Voilà. Merci. Et avant de vous passer la parole du coup à la salle, une dernière question pour vous, Sophie Lebihan et l'équipe de la ferme. C'est sur la question du parcours des personnes condamnées, parce qu'on sait que c'est jamais linéaire et qu'elles peuvent se construire entre des allers-retours entre la prison et l'extérieur, que ce soit des aménagements, libérations, alternatives. Et on peut avoir ce point de vue-là, enfin que ces allers-retours peuvent être considérés comme un échec. Pour autant, il y a beaucoup d'auteurs dans le numéro qui défendent que ça fait en fait entièrement partie du processus et qu'il ne faut pas condamner dès la première rechute. On a parlé de récidive, mais dès le premier retour à la case prison. Est-ce que, autant à la ville de Montreuil que à la ferme, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette notion de parcours peut s'inscrire dans l'accompagnement des personnes que vous faites et comment aider la société à changer de regard sur la nécessité peut-être de ces allers-retours? Alors, quand on accueille des personnes condamnées, à Montreuil, en fait, on n'a pas connaissance de leur parcours judiciaire. Les tuteurs, et moi-même d'ailleurs, personne ne sait pour quelle infraction ils ont été condamnés. Et ça, c'est un principe qui
qui est abordé avec le tuteur quand on le recrute, parce qu'en fait, il y a une petite procédure d'habilitation du tuteur qui s'engage à accueillir régulièrement des tiges, même si c'est pas 24/24. Mais donc du coup, ça c'est une question qui est directement abordée. Et franchement, ça pose pas de problème. Je sais que dans certaines villes, et c'est pour ça que c'était un frein d'accueillir des tiges, c'est que les élus, le maire même, souhaitaient connaître l'infraction pour laquelle la personne avait été condamnée. À Montreuil, ça ne s'est jamais posé et on n'a pas à le savoir parce qu'on n'est pas là pour ça. L'idée, c'est vraiment que la personne soit accueillie en tant que personne. Nous, on présente souvent la personne comme stagiaire. Après, c'est vrai qu'il faut accepter, parfois pour des parcours un peu difficiles. Par exemple, j'ai un cas qui me vient à l'esprit, je n'avais pas pensé vous en parler, mais là j'ai un cas, un jeune qui était venu à Montreuil, mais qui avait des problèmes, qui était dans une précarité sociale, mais tellement frappante. Je pense qu'il avait certainement des problèmes d'alcoolisme. Alors il n'était pas ivre sur le lieu de tige, pas du tout, mais il avait un mal-être. On suppose que c'était lié à ça, mais il avait un mal-être, il ne parlait pas. Alors il venait au départ régulièrement, il ne parlait pas, il n'avait pas d'argent, il était sale, donc l'équipe en fait qui l'accueillait, c'était à la propreté urbaine, l'équipe qui l'accueillait me disait nous on lui achète ses cigarettes, on lui offre on lui offre son casse-croûte à 9h30, parce que la pause était à 9h30, etc. etc. Et en fait, on s'est posé la question avec la conseillère pénitentiaire si là on voyait qu'il allait très très mal et on se demandait s'il fallait pas envisager finalement de l'orienter tout de suite vers une structure montreuilloise, sur l'orienter sur un dispositif social, peut-être. Il avait l'air d'avoir confiance avec les tuteurs et peut-être du coup avec l'aide des tuteurs. Et puis finalement, en fait, il disparaissait tellement que du coup, ça s'est pas mis en place. C'était au mois d'août, c'était très compliqué. Et finalement, il a fallu aussi dire aux tuteurs, là, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais aujourd'hui, voilà, ça marche pas, il se saisit pas de tout ce qu'on peut lui apporter, donc on va laisser tomber. Nous, notre mission, elle s'arrête là, et donc il doit revoir avec le SPIP, le SPIP doit revoir avec lui, voilà, quelle peut être la suite de son parcours. Donc c'est bien aussi pour les personnes d'être accueillies sans savoir, elles sont pas jugées puisqu'on n'a pas connaissance de ce qu'elles ont fait. Par contre, ce qu'on voudrait pour les parcours, ce qu'on souhaitait, parce que du coup, on a une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui détermine un peu, qui cadre toute la politique de prévention de la délinquance qu'on met en œuvre à Montreuil. Et on avait prévu à l'époque, quand on l'avait élaboré, en partenariat, il faut que j'insiste sur le partenariat qui est très important avec tous les acteurs, et notamment le SPIP, qui est un partenaire fondamental, et qui est même mon partenaire quotidien, j'ai envie de dire. Et du coup, on avait envisagé, mais on l'a pas mis en œuvre faute de temps, de moyens. On l'a pas encore mis en œuvre. On avait envisagé en 2014-2015 d'orienter éventuellement les personnes qui ont fini leur tige et qui ont fini tout rapport, qui n'ont plus de suivi du SPIP. On avait envisagé de mettre en place un groupe de travail pour étudier leur situation, j'ai envie de dire, professionnelle, et puis les orienter en mieux vers les dispositifs les plus pertinents locaux. Tout ça en partenariat quand même avec le SPIP, même si il n'y avait plus de suivi, pour pas qu'il y ait un abandon total en fait de la personne. Mais ça s'est pas mis en place, mais en tout cas on espère qu'on pourra réfléchir prochainement à cette question. Merci. Merci. Et donc comment résonne cette notion de parcours à la ferme? Peut-être en 2-3 minutes pour que la salle puisse après poser ses questions. Il y a 2 micros. On va essayer de ne pas parler en même temps. Chacun son tour. La notion de parcours, je pense qu'elle est vraiment très diverse à Moyenbry selon les parcours des gens, justement. On a des personnes qui ont fait des longues peines de prison, mais qui n'en ont fait qu'une seule, et pour qui certainement il y a vraiment la volonté que ce soit la dernière. C'est certainement dû à beaucoup de facteurs, à la nature des infractions, à la durée de la peine, etc.
Mais il y a d'autres personnes qui arrivent à Moyenbry, je pense à quelqu'un avec 10 ans de prison derrière lui et que des courtes peines. Cumul, voilà. Mais ça fait quand même 10 ans de prison à la fin. Alors, est-ce que ça fait partie d'un parcours, le fait de faire des allers-retours en prison? Moi, je dirais que ça peut faire partie du parcours que de reproduire des actes de délinquance après, parce qu'on ne sort pas comme ça. Ça dépend de la nature des actes, encore une fois, mais on ne sort pas forcément comme ça d'un milieu, d'un certain type de fréquentation, d'un certain type d'inscription dans la société. Par contre, est-ce que ça doit faire partie du parcours, qu'à chaque fois ça se traduise par des courtes peines de prison? Ça, c'est une autre question, à mon avis. En tout cas, à la ferme de Moyenbry, on ne suit pas les personnes une fois qu'elles sont sorties de la ferme. Libre à elles de nous donner des nouvelles si elles ont envie, mais en tout cas, vis-à-vis de nous, elles sont quittes. Donc on ne peut pas vous faire des statistiques de ce qui se passe après la ferme. Ce qu'on constate quand même, c'est que les personnes, pour la plupart, partent relativement bien armées pour la suite. Et en fait, alors peut-être je n'aurais pas employé le mot armé, c'est ça? En tout cas, relativement solide. Voilà, avec des projets qui n'ont rien à voir avec ce qui a pu les amener en détention. Et puis on peut prendre les statistiques à un niveau national qui montrent que le taux de récidive en placement extérieur est bien moindre qu'un taux de récidive pour les personnes qui sortent en sortie sèche. Après, il y a évidemment plein de biais à ça, puisque tout le monde... 97% Moyenbry de réussite. C'est ce que m'a dit Maspip. D'accord. Elle est bien informée. 97% de réussite à Moyenbry selon Taspip. Ouais. Bah, bon, moi ça me va comme chiffre, on peut le dire. Non, sérieux, non. Mais c'est pour ça qu'il nous jette. Voilà, en tout cas, il faut prendre avec des pincettes parce qu'en fait tout le monde ne se retrouve pas à faire un placement extérieur à Moyenbry. Les gens arrivent et Axel l'a bien décrit, ça se fait pas. Ça se fait pas facilement, tout le monde ne passe pas par là, et donc c'est déjà le projet d'aménagement de peine, c'est déjà souvent l'aboutissement de quelque chose. Et peut-être que c'est là-dessus qu'on pourrait travailler, c'est-à-dire que nous, on aime bien dire à Moyenbry qu'on essaye de s'adresser aux personnes qui vont être les plus isolées à leur sortie, qui vont être les plus fragilisées par la détention, et celles qui ont le plus besoin de passer par le sas de la ferme pour sortir. Et en même temps, on voit bien qu'il y a plein de gens qui auraient absolument besoin de ça et qu'on n'orientera jamais vers un aménagement de peine parce que justement, ils font que des petites peines et que sur une petite peine, on n'a jamais le temps de penser à un aménagement, ou parce que en détention, ça se passe pas bien et du coup... comme ça se passe pas bien, on leur propose pas d'aménagement, alors que... en fait, il manque des ambassadeurs. Il faudrait que nous, les détenus, on ait le droit d'aller parler aux détenus. Est-ce que je peux finir mon idée après tu donnes la tienne? Non, c'est ça, il faut des ambassadeurs. Mais ce que je voulais ajouter après, je te passe le micro. J'ai plein de trucs à dire. Ouais, je n'en doute pas. C'est qu'il y a des personnes à qui on va jamais proposer d'aménagement de peine parce que en fait c'est compliqué avec ces personnes-là. Mais justement parce que c'est compliqué en détention avec ces personnes-là, il y aurait peut-être encore plus besoin de travailler avec elles de manière différente. Et je dis pas que la ferme est prête à le faire ou bien équipée pour le faire, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des choses à penser et qu'en fait tout à l'heure, vous avez dit, on peut imaginer ce qu'aurait été à la sortie sèche d'Axel, etc. Et en même temps, je me dis qu'il n'aurait pas été moins bien loti non plus, même sans passer par la ferme. Voilà, voilà, il y a des choses... Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question du parcours, mais je crois que mon voisin de gauche avait quelque chose à dire encore pour compléter notre réagir. Si, moi, ma famille m'attendait, tout le monde m'attendait, donc la peine sèche, elle n'était pas... Alors, elle n'aurait pas été horrible pour moi. Voilà, c'est ce que je disais. Après, pour certains, oui. Mais il faut connaître le dossier de la personne. Moi, je dis il faut des ambassadeurs de la ferme et de tous ces organismes qui soient des détenus. Parce qu'aujourd'hui, en prison, on ne rencontre que des gens de la ferme. Ils ne vont pas vous en parler comme moi, j'aurais envie d'en parler à un détenu. Moi, je lui dirais, mon gars, fais pas le con, viens à la ferme. C'est génial, la ferme. Ils te donnent une chance, la justice te la donne. Fais pas le con, viens. Mais là, on vous propose, on vous explique ce que c'est que la ferme, il faut expliquer plein de choses. Mais il faut qu'il y ait un détenu. Mais on ne laissera pas rentrer un détenu pour parler à d'autres détenus. Et c'est ça qui est dommage. Et on a besoin de ça. La justice devrait, pour une fois, essayer de comprendre qu'il y a des détenus qui ont envie d'aider des détenus. Aussi. La ferme nous aide,
Mais moi, j'ai envie d'aider d'autres détenus. J'ai envie de leur dire, viens mon gars, c'est génial, c'est super. Avec tout d'un grand sourire, avec des yeux nouveaux. Voilà, arrête de courber les échines, viens bosser avec nous, arrête tes conneries. C'est génial la ferme, viens. Voilà, c'est ce que j'ai envie de lui dire aux gars. Merci beaucoup. On va tout de suite partager les micros. César, si vous voulez nous rejoindre, merci d'avoir réparti la parole et accepté de laisser Axel à la table. Mais vous pouvez venir maintenant pour les échanges avec la salle. La question, elle porte sur justement le projet de réforme, notamment sur la formation des tuteurs. Alors, j'ai compris que vous étiez dubitatif par rapport à plusieurs points, notamment celui-ci. Ma question est la suivante, puisque vous-même, dans la pratique, vous disiez que simplement vous aviez peur que cette formation effraie les tuteurs, et d'autre part, le manque de temps criant justement pour pouvoir les former ou organiser des journées type, pour qu'ils soient beaucoup plus informés sur le système judiciaire et la justice en règle générale, ne pensez-vous pas justement que la formation ab initio est prolongée après par ces mesures de rencontre avec les organismes de la mairie de Montreuil ou autres, permettrait qu'ils soient, moins effrayés, rassurés dès le départ et beaucoup mieux informés et dans la pratique justement moins livrés à eux-mêmes et beaucoup plus encadrés. Je ne sais pas si vous voyez le sens de ma question ou pas. Je réponds tout de suite ou pas? Oui, elle a dit oui. Je réponds tout de suite. Je propose qu'on prenne. Il y a encore madame au fond et le monsieur juste avec la chemise noire. Après, juste devant tout. Bonsoir. Alors, ma question s'adresse aussi au souci que j'ai des victimes. C'est-à-dire que je connais plusieurs cas de prévenus qui ont été incarcérés pour des violences conjugales et dont les épouses et victimes ont terriblement peur qu'ils aient un aménagement de peine et qu'ils ressortent, sachant que souvent elles bénéficient d'une ordonnance de protection qui est très difficile à faire respecter et qui très souvent il y a déjà eu des récidives sous ordonnance de protection, donc elles ne savent pas très bien comment leur protection et la réinsertion du détenu peuvent être mis en balance, en équilibre. Merci. Vous l'adressez en particulier à une personne, la question, ou qui s'en saisit qui veut? Pas de souci. Et Luc, si tu peux lever la main pour que... Voilà. Dernière question. Alors, ça va être une petite intervention. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai aussi travaillé pour des tiges, des déplacements extérieurs. D'abord, merci à Revue Projet parce que c'est d'actualité en plus et donc le sujet est extrêmement important. Moi, je pense que l'aménagement de peine est une évidence et que c'est un investissement. Un investissement par rapport aux personnes, bien évidemment, puisqu'elles continuent leur chemin et autrement, et un investissement pour la société, parce que c'est un autre moyen, bien évidemment, de rencontrer et de faire passer effectivement le cap de ces personnes qui ont été condamnées. Il me semble important que l'aménagement de peine, pour moi, dans ce que j'ai entendu en tout cas, il y a le non-jugement. On ne peut pas juger la personne parce qu'elle est à l'extérieur et effectivement, elle sort de l'univers carcéral et donc c'est un autre moyen, effectivement, de rentrer en communication avec la société. Et ça, c'est essentiel et il faut absolument donc le valoriser. Par rapport à, donc la question, elle arrive, par rapport effectivement au projet de loi sur les diminutions des petites peines, on peut penser, hélas, qu'il pourrait y avoir un effet pervers, c'est d'augmenter justement les délais de peine pour que les personnes puissent être incarcérées, d'autant plus, puisque je parlais d'investissement, que l'aménagement de peine demande des moyens. Et donc j'étais un de ceux qui demandaient des moyens supplémentaires pour les placements extérieurs, à la Cité Myriam, à Montreuil par exemple, et qu'on n'arrivait absolument jamais à obtenir plus de 5 places, alors que ça faisait depuis 15 ans et 20 ans maintenant que cette mesure, elle est cohérente, et au même titre que la ferme, il y a bien évidemment des résultats au-delà des espérances par rapport aux sorties sèches. Merci. Si vous voulez répondre d'abord sur la formation des tuteurs, puis après je vous laisserai la parole sur d'autres questions. Oui, sur la formation des tuteurs. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas où est la...
Donc en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est vrai que les tuteurs ont souvent peu de temps finalement à nous accorder, et donc du coup, si je commence par leur dire que il va y avoir une formation au départ, ça risque d'être un frein à leur décision d'acceptation de prendre un tige. Donc l'idée, c'était l'idée de ma hiérarchie, et du coup elle a été mienne, c'est en fait il faut se lancer. C'est-à-dire que la personne, elle est d'accord sur le principe. Alors parfois, c'est les personnes de la ville qui viennent nous voir, c'est quand même rare. Il faut faire un peu de pub, de communication. Parfois, c'est même de la communication dans les temps informels, hein, les toilettes par exemple. C'est partout, hein, dans les couloirs, l'ascenseur, etc. Donc c'est beaucoup comme ça. Et en expliquant ce qu'on fait, il y a beaucoup de ça. Et après, il faut qu'ils se lancent. Il faut qu'ils découvrent tout de suite que en fait, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Du moment que c'est quelqu'un... En général, en plus, ce sont souvent des personnes qui encadrent déjà. Donc du coup, c'est tout ce qu'on leur demande, en fait, d'être un bon encadrant. Voilà. Et par contre, je pense que ils sont quand même ils sont même pas, j'ai envie de dire, en demande. Ils sont contents d'avoir des temps d'échange avec le SPIP et des temps de découverte de la justice. Là, ils sont contents, mais ce sera la première qu'on met en place, donc on verra ce qu'on pourra faire l'année prochaine. Mais c'est plus des temps un peu de culture judiciaire, plus qu'une véritable formation. Et puis après, c'est vrai que de toute manière, ça peut se faire. Il n'y a pas forcément besoin d'une agence pour ces temps-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, je pense, au niveau culture judiciaire, c'est un peu ça qu'ils apprécient. Par exemple, je me souviens d'un échange avec un des tuteurs qui, en attendant un tige qui était un peu en retard, qui me racontait son expérience de juré. Et ça faisait, tu vois, il m'a raconté ça cette année, donc ça fait 6 ans qu'il est tuteur et il m'en avait jamais parlé. Et il me racontait ça avec des yeux qui brillaient. Et en fait, c'est là que j'ai compris que il avait un certain intérêt pour la justice, tout simplement. Pour l'œuvre de justice. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je peux réexpliquer si besoin après, autour d'un verre. Alors madame, je vais essayer de vous répondre. Oui, donc on va essayer de faire le parallèle entre une personne qui sort en sortie sèche et une personne qui sort en aménagement de peine. Une personne qui sera en sortie sèche ne sera plus du tout suivie. Effectivement, elle aura fait un temps plus long, ce qui est peut-être rassurant pour la victime, mais elle ne sera plus du tout suivie. Une personne en aménagement de peine sera obligatoirement suivie par le SPIP pendant cet aménagement de peine, quel que soit l'aménagement. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Femmes en très grand danger. Je pense que vous faisiez référence à ce dispositif qui est très important, qui permet à la personne donc d'appeler un appel d'urgence lorsque l'auteur des violences conjugales notamment se rapproche d'elle. C'est un dispositif très bien, mais peut-être que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il s'accompagne aussi d'autres choses que juste la machine, ce dispositif. C'est-à-dire que de plus en plus dans les territoires, il y a un regroupement entre les SPIP et les associations des victimes. Je vous parle par exemple du 93, effectivement, on parle beaucoup du 93 ce soir, mais par exemple dans le 93, tous les mois, le SPIP rencontre l'association de victimes qui s'occupe de la personne victime de violence conjugale, et on échange. C'est très nouveau pour les SPIP, on a besoin d'évoluer aussi. Les SPIP sont aussi très critiquables sur certaines pratiques, et c'était celle du déclaratif. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit la personne, on travaille sur un déclaratif. Monsieur, est-ce que vous avez encore envie d'aller taper votre femme? Est-ce que vous avez encore envie d'aller... Est-ce que vous la suivez? Est-ce que... Bien sûr, il va nous répondre non. Parce que les personnes délinquantes, elles ont un discours, elles savent ce qu'attend la société dans les réponses. Donc, enfin, bien sûr. Quand je dis bien sûr, j'exagère un peu. Des fois, on arrive à créer un lien de confiance où la personne nous dit « Oui, j'ai encore envie de la suivre. Oui, si elle est avec un autre mec, je la taperai. » Mais la plupart du temps, bien sûr, la personne nous dit non. Donc, ces nouvelles rencontres avec les associations de victimes, c'est assez nouveau. Et ça fait vraiment évoluer nos pratiques parce qu'on vient avec nos dossiers en disant, ben voilà, monsieur dit qu'il n'y pense plus, etc. Et l'association de victimes nous dit, ah non, la victime dit que tous les soirs, il continue à l'appeler depuis qu'il est sorti, donc elle vit très bien l'aménagement de peine. Nous, ça nous donne de la matière pour continuer après, lorsqu'on revoit la personne, monsieur, je sais que vous continuez à appeler madame, etc. etc. Donc,
cet aménagement de peine, oui, la personne sort plus tôt que prévu. Donc pour la victime, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être suivie. Et ce suivi se fait de moins en moins dans le déclaratif. On se rapproche. C'est pas dans notre culture, hein, les SPIP. Mais il faut absolument que les SPIP apprennent à se rapprocher des associations de victimes. Voilà ma réponse, qui n'est pas obligatoirement complète parce que c'est pas parfait, mais je crois qu'on évolue dans ce sens et il faut absolument que nos SPIP qui s'occupent des auteurs, et il faut qu'il y ait une institution qui s'occupe des auteurs, aient un échange avec celle qui s'occupe des victimes. Voilà. Pour la deuxième question, monsieur, je pense que j'ai un peu répondu avant, mais je ne peux pas vous dire, je peux pas vous répondre à l'effet de seuil. Oui, peut-être que les magistrats, ce qu'on appelle l'effet de seuil, c'est que si le magistrat veut absolument que la personne aille en détention, elle prononcera 7 mois. Ça, on peut pas. Ça, c'est des problèmes de. On est bien obligé de mettre un. Mais je crois vous avoir répondu en disant que si on donne un contenu qui n'est. Les moyens, c'est important, mais il n'y a pas que les moyens. Il y a aussi mieux travailler avec des associations de placement à l'extérieur, voir comment on peut trouver des cofinanceurs, nous aussi. Enfin, comment on peut. Cette mesure, on y tient. Et nous, la direction de l'administration pénitentiaire, je ne vais pas faire de la langue de bois, mais c'est important, on a un budget dédié. Ça veut dire qu'on oblige les directions interrégionales à dépenser une enveloppe que pour le placement extérieur. Ce n'est pas pour le chauffage du SPIP, interdit. Ce n'est pas pour le bracelet, interdit. Cette enveloppe, elle est pour le placement extérieur parce qu'on veut que le placement extérieur survive aux autres mesures qui sont plus rassurantes pour le juge. Donc le placement extérieur, nous DAP, on veut qu'elle survive. Mais pour ça, il faut qu'on soit rassurant avec le juge. Voilà. Merci. Avant de passer à un deuxième round de questions, juste par rapport à la place des victimes, on a fait un entretien croisé avec Olivia Mons, qui est porte-parole de France Victimes, justement, et le magistrat Denis Salas, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que dans l'opinion publique, dans les médias, la victime avait beaucoup de place quand il s'agissait d'une affaire pénale et qu'en fait, la justice pensait depuis finalement pas si longtemps que ça la place de la victime dans ce processus judiciaire. Donc cet entretien est assez éclairant en fait sur cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions aux intervenants? Oui, monsieur, avec la chemise de carreau. Alors, moi, ma question, c'est... On voit bien dans vos diverses interventions, vos divers témoignages ce soir, que les divers aménagements de peine possibles sont, en tout cas, peuvent être efficaces, mais comment faire pour les détenus qui ne peuvent pas bénéficier pour X ou Y raison de ces aménagements de peine? Et comment faire pour qu'ils se réinsèrent dans la société alors qu'ils ne peuvent pas en bénéficier? Tu veux, vous voulez répondre? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de... Une question au fond et madame avec le t-shirt noir. Non, je voulais juste savoir combien vous aviez de place à la ferme en fait. Combien de personnes vous accompagnez? 20. Et le renouvellement 21, 20 places. Et Marcel au fond, une question. Et après vous pouvez répondre à la première question. Ouais, je vais répondre. Merci. Moi, je voudrais savoir un peu comment on vient d'entendre parler des victimes et des auteurs et aussi de la décision. Clairement, les tuteurs ne savent pas quelle est la peine, qui est la raison du délit. Donc on voit dans la presse et dans la culture ambiante que de plus en plus les gens veulent savoir, donc, ils veulent connaître le délit. Par exemple, on parle de la pédophilie, ou on parle des violences interconjugales, ou on parle de ceci ou de cela. Et donc, comment est-ce que cet aspect de pression médiatique peut être géré et va à l'encontre de votre travail? Moi déjà je voudrais répondre au monsieur là. En prison, on te donne le choix. Mais tu as aussi le droit, quand tu es en prison, de travailler un dossier pour ta sortie. On ne te laisse pas en prison et on t'enferme. Hein. Il te donne aussi la chance quand même de travailler sur des dossiers. Tu peux demander à Rapège, tu peux être placé en placement extérieur, non pas à la ferme, mais tu peux demander travailler chez un employeur. Tu as des permes employeurs. Tu as le droit à 10 jours par exemple, tu as le droit d'aller chez un employeur pour préparer ta sortie. Mais ça ne se prépare pas comme ça. Hein. Ça se prépare
1 an, voire 2 ans. Parce qu'il faut que tu sois prêt, il faut que l'ESPIP ait confiance en toi, qu'elle te donne des permissions, la justice te donne des permissions, mais il faut aussi la respecter. C'est important. Hein. Quant aux victimes, c'est normal qu'on les protège. Ça, je le dis, c'est normal. Il faut savoir aussi dire pardon à la victime. Quand on est condamné, jugé, on vous demande le pardon. Il faut aussi le prononcer, le pardon. Je m'excuse, je suis désolé. Il faut aussi savoir qu'on l'a fait une fois, on n'a pas à le refaire. On est allé en prison, on a souffert. Alors, c'est l'enfer, la prison. C'est l'enfer. Il ne faut pas croire qu'on y est bien. Hein. On n'a pas le droit de regarder certaines personnes dans les yeux. Ça finit en baston. On peut prendre un coup de tuteur. On sort avec des stylos en promenade pour pouvoir planter le gars s'il vous agresse. C'est l'enfer. Il ne faut pas croire que c'est le paradis. Quand je vous dis que c'est l'enfer, c'est l'enfer. On mange face à un mur. Pendant 63 mois, j'ai mangé face à un mur, en pensant à ma famille, en pensant à ceux que j'ai blessés, en pensant aux victimes. C'est pas évident. Hein. Faut pas croire qu'on s'amuse en prison. On prend des coups, on baisse les échines, ou alors on est des durs, on se laisse pas faire. Comme on dit, on veut pas être la victime de l'autre. Parce qu'en prison, on entend, t'as vu, c'est une victime. Parce que le gars, il se fait taper tous les jours. On en protège l'autre. On fait des groupes. Non, non, c'est pas évident la prison. Hein. Faut pas croire. Hein. On est jugé par une vieille justice. On nous blinde. Quand on passe au tribunal, bam, vous êtes qu'un dossier. On cherche pas, on va défendre la victime, ce qui est normal. On a fait une connerie, on assume. Faut aussi regarder le passif du gars. Il a fait une connerie, mais il y a peut-être une raison derrière. Il y a un passé. Il y a quelque chose qui a fait que, voilà. Ça, ils ne le regardent pas tout le temps. Par contre, ils vous blindent, ils vous mettent une peine qui n'est pas forcément celle qu'on devrait avoir. Comme là, on parle de 3 mois. Ils ne vont pas les mettre, les 3 mois, puisqu'ils n'ont pas le droit. Ils vont blinder, ils vont mettre 7 mois. Alors que le gars, il mériterait que 3 mois. Il faut trouver une solution à ça. Et puis, il faut dire aussi que la prison, c'est pas une vie. Moi, j'ai compris, hein, c'est bon, on se revoit dans 10 ans, vous verrez, j'aurai le sourire, j'aurai tout ce qu'il faut. Mais il faut aider ceux qui sont en prison, mais vraiment les aider. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas le paradis. Moi, le paradis, il a Moyen-Brie, c'est tout. Voilà. Je voulais revenir sur les conditionnels ou les puissances. Ça, c'est vrai que ce que monsieur disait tout à l'heure, il ne faut pas forcément un travail ou quelque chose comme ça. Par exemple, conditionnel, quelqu'un vient d'avoir un bébé, un enfant, bah, s'il est dans les termes de bénéficier d'une conditionnelle, bah, il pourra sortir rien que pour s'occuper de son enfant, par exemple. Je voulais dire ça. Et je trouvais mon collègue, mon ami, je dirais même bien gentil, bon, il doit être d'incarcération. Bon, c'est vrai que ouais, c'est vraiment pas un endroit pour certaines personnes vivre, c'est ce que j'aurais voulu dire. Après, moi, personnellement, bon, c'est mon avis, mais je trouve que, je pensais à madame qui disait tout à l'heure pour des quelconques violences, et comme ça, moi je trouve qu'il y en a que, bah, ils méritent la prison. Et voilà. Bon, après, c'est vrai que mon monde carcéral n'est pas toujours facile. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ouais, sur la pression médiatique, vous voulez réagir? Juste sur Montreuil, bon, bah, la question ne se pose pas trop, puisque les règles sont posées dès le départ. Après, ce qu'on fait, c'est qu'en accord avec le SPIP pour le bilan, du coup, on fait quand même une slide sur un PowerPoint avec le panel des infractions. Comme ça, voilà, ils savent que voilà, ils sont pas venus, enfin que les personnes qu'ils ont accueillies ne sont pas venues pour des crimes, voilà. Donc on fait le panel des infractions, un petit camembert, et puis on voit que c'est parfois pour des outrages, rébellion, consommation de stupes, voilà, enfin. Voilà, un petit panel. Il nous est arrivé quand même, du coup, d'avoir certains tuteurs qui nous ont demandé, quand c'est des tuteurs qui reçoivent, qui sont sur des structures qui reçoivent du public, voilà, qui nous ont demandé à être vigilants sur qui reçoit des enfants, etc. D'être vigilants si la personne n'avait pas été condamnée antérieurement, par exemple, pour des infractions à caractère sexuel. Donc ça, bon, bah, c'est en accord avec le SPIP dès le départ quand on ouvre le poste. Quoi. Enfin, en fait, elles orientent même pas là-dessus. Après, voilà, ça se fait naturellement. Oui, le SPIP, bien sûr, c'est la première chose qu'il regarde lorsqu'il propose un TIG. Il regarde si le service qui va accueillir la personne en TIG correspond au casier judiciaire de la personne, bien sûr.
Donc on fait bien sûr attention à ça, donc on refuse de communiquer sur l'infraction parce que c'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, Élise disait la même chose pour le placement à l'extérieur. L'infraction n'est pas obligatoirement, à partir du moment où le SPIP estime que c'est cohérent avec le casier judiciaire, il n'y a pas besoin de donner la connaissance de l'infraction. Par contre, comme le travail d'intérêt général est vraiment une mesure qui a fait ses preuves, le projet de loi, déjà en 2014, mais maintenant l'ouvre de plus en plus à des personnes avec des casiers judiciaires de plus en plus importants. Maintenant, c'est faux de dire que le travail d'intérêt général, c'est pratiquement que des primaires ou des outrages. C'est plus vrai, puisque maintenant, les gens condamnés à 6 mois ferme peuvent être convertis en tige. Donc c'est quand même un autre public. Il faut quand même aussi qu'on apprenne à communiquer avec nos partenaires, notamment les villes, en leur disant attention, c'est plus tout à fait le même public que dans les années 80 qu'on met dans... C'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est des personnes qui doivent être insérées, mais il faut que nos partenaires sachent que maintenant c'est plus ce qu'on appelle des primaires, c'est-à-dire la personne qui a fait outrage. Non, c'est le travail d'intérêt général maintenant, c'est des personnes avec des fois des condamnations qui peuvent être assez importantes. Il suffit d'en parler, de bien faire attention au service où on les met, d'avoir un bon relais avec le correspondant de justice qu'est Sophie, pour voir dans quel service ça peut être ou pas être. Il y a des services qui ne sont pas armés pour accueillir ces personnes-là, et d'autres, il faut juste un bon partenariat. Sur la question de monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui, pour une raison ou une autre, vous avez dit, n'ont pas l'aménagement de peine, mais c'est-à-dire qu'on a donc évoqué les courtes peines. Bon, ben ça, on ne peut pas préparer le projet d'aménagement de peine. Et pour les autres peines qui sont plus longues, c'est vrai que c'est une grave question. Monsieur disait qu'il avait besoin d'avoir un dossier en béton. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas de dossier en béton? Effectivement, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve aussi des structures de placement à l'extérieur qui n'ont pas cette exigence quant au projet d'insertion. Là, dans la ferme, il faut quand même avoir la possibilité de travailler, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc il y a aussi des structures différentes pour l'accueil du public. Mais vous avez raison, il y a des personnes pour lesquelles l'aménagement de peine, pour l'instant, malheureusement, hein, ne sera pas possible parce que la personne n'est pas prête à être dans des jardins de démarche d'insertion, ou pire, parce que le magistrat aura trop peur de la récidive pour pouvoir la prononcer. Donc là-dessus, il faut tous qu'on évolue. Même nous, SPIP, on met un avis défavorable lorsqu'on pense que la personne va récidiver, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'à la sortie sèche. Donc ce temps de fin de peine, pour ces personnes qui n'ont pas un dossier en béton, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez la question, mais je ne peux pas vous répondre. Nous, on y réfléchit. Mais c'est une grave question qui se pose. Une dernière question, deux dernières questions, et puis après on arrêtera pour les questions. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les partenaires avec qui vous travaillez le plus, qui reçoivent les tiges, et chez ces partenaires, dans quel service il est possible d'accueillir des tiges? Et la dernière question, et puis après on répondra aux deux. Moi j'ai une question sur la nécessité de la prison. Est-ce qu'il est possible de comprendre les actes qu'on a commis sans prison? Et est-ce que la réussite de l'aménagement de peine n'est pas liée au fait de passer en prison avant? Oui. Voilà. Merci. Donc peut-être la première question s'adresser à vous deux, et puis après je laisserai répondre qui le souhaite à la dernière question. Moi je veux bien dire quelque chose. D'accord. Oui, sur la première, juste, monsieur, je parlais des longues peines, je veux juste un tout petit mot sur les courtes peines. Il va y avoir de nouvelles structures où le travail sans aménagement de peine, mais sur la préparation, va être beaucoup plus profond avec les SPIP. Monsieur dit qu'il avait du mal à avoir les SPIP et tout. Donc il y a une nouvelle structure qui va s'appeler les SAS, qui vont être des structures où vraiment spécialisées dans la sortie sans qu'il y ait un aménagement de peine, mais avec une préparation à la sortie, les partenaires qui viendront à l'intérieur des SAS, etc. Sur les partenaires, madame, les partenaires pour l'accueil des tiges, nos grands partenaires à 70%, ce sont les collectivités territoriales. Donc malheureusement, on a encore des collectivités territoriales qui refusent d'en accepter, ou qui disent j'en accepte à condition que vous nous dites pour quelle condamnation. On a quand même, excuse-moi, je ne vais pas jamais, mais c'est quand même notre partenaire privilégié. Après, il y a les associations, les Restos du Cœur, Emmaüs. Emmaüs accueille énormément de tiges. On a un grand nombre d'associations.
même des petites, dans les petites localités, et le projet de loi va l'ouvrir maintenant, pas au secteur privé en général, mais au secteur privé pour les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un certain secteur qui peut avoir des postes qui peuvent nous intéresser. Donc ça s'ouvre un petit peu pour le prix. Madame Belloubet avait au début le projet effectivement de l'étendre à l'ensemble du secteur privé, mais ça pouvait aussi poser... C'est à discuter. C'est à discuter. Attention à ne pas... à ce que ce soit pas utilisé par le secteur privé pour du travail gratuit. Mais alors que les collectivités territoriales, on sait qu'elles ne sont pas dans ce délire-là, quoi. Mais pour l'instant, c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà. Sur les postes, notamment au sein de la ville, bon, bah, évidemment, les postes initiaux, c'était les postes des services techniques, services de propreté urbaine, espace vert. Mais espace vert est très, très, très apprécié et très, très demandé. Et on a, nous, ouvert au service administratif. Donc, on a 2 postes administratifs. D'ailleurs, on a eu un monsieur gérant, un chef d'entreprise qui est venu, qui nous a tout révolutionné le courrier. Voilà, il a été félicité par le directeur général adjoint parce qu'il a remis un peu d'organisation dans tout ça. Voilà, on a des postes dans les antennes. On a un poste dans une antenne vie de quartier. C'est des petites antennes de la mairie. Alors, on ne peut pas faire de démarches administratives, mais c'est des lieux de renseignement, de ressources, c'est des lieux de construction de projets, etc. Et donc là, on a des tiges qui viennent, alors à la fois pour toutes sortes de missions. On les a mis sur des missions de gestion urbaine de proximité. Donc là, c'était un poste où on demandait un profil un peu autonome, parce qu'en fait, la personne, elle allait constater en fait que les services techniques avaient bien fait leur travail sur le terrain. Donc elles avaient un plan, elles ont un plan, elles parcourent, elles sillonnent le quartier et elles vérifient que, par exemple, le lampadaire il marche maintenant, que le trou dans la chaussée il a bien été réparé. Et donc voilà, après on peut répondre, elles rendent ça dans un ordinateur, etc. Et ça montre que le travail est fait. Sur les antennes aussi, les personnes ont été invitées c'était des profils d'artistes, ont été invités à venir à aider sur les fêtes de quartier, sur les festivités, les événements de Noël. Donc on a eu un cracheur de feu. Donc du coup voilà, et maintenant il est sollicité maintenant, rémunéré, parce qu'il a fait une très bonne prestation gratuite. Donc du coup voilà, je l'ai encore appris il y a quelques jours. Ah bah oui, on n'a qu'à faire appel à un tel. Voilà, donc voilà. On a le service recensement, on aura bientôt les archives aussi. On a le service communal d'hygiène et de santé, donc tout ça pour l'administratif. Voilà, ça peut pas tout. Moi j'aimerais bien qu'on l'ouvre à la culture, mais encore faut-il, voilà. Déjà, il faut que le service fonctionne bien, qu'il ne soit pas malade, qu'il n'y ait pas de vacances de poste, pas de congé maternité, pas d'arrêt longue maladie. Voilà, il faut un service qui soit en forme. Qui soit volontaire, qui soit en forme, et puis surtout il faut qu'il y ait des missions définies, parce que comme je l'avais dit précédemment, le plus contre-productif du TIGE, c'est qu'il n'y ait pas un réel travail à effectuer. Merci beaucoup, et pour terminer, je crois Élise voulait dire quelque chose sur la dernière question, la nécessité de la prison. Alors il y avait la nécessité de la prison, et puis il y avait la question de est-ce que l'aménagement ne fonctionne pas parce que il y a la prison, c'est ça. Moi, j'avais envie de répondre à cette question-là. Tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est vrai que l'aménagement de peine, en tout cas tel qu'on le vit à la ferme de Moyen-Brie, il existe construit par rapport à la prison. Et je pense que tout l'équilibre du projet, il tient au fait que les personnes sortent de prison et que l'ombre de la prison plane à Moyen-Brie. C'est pas une joie que de le dire, mais en fait je pense qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent à Moyen-Brie, parce qu'on sait que si ça fonctionne pas à Moyen-Brie, les personnes retournent en prison. Ça c'est l'état aujourd'hui, et je pense que c'est là-dessus que ça tient aujourd'hui en partie. Par contre je pense qu'on pourrait être très imaginatif et qu'on pourrait penser les choses autrement. Voilà. Je suis pas en train de dire que c'est un modèle absolu et qu'il n'y a pas d'autres solutions, mais en tout cas aujourd'hui voilà, l'aménagement de peine en placement extérieur, y a quand même,
je sais pas si vous pouvez en témoigner ou pas, mais l'épée de Damoclès de la prison, elle est encore là, et elle tient quelque chose. Voilà, sur la nécessité de la prison, je sais pas si je vais m'aventurer sur cette question-là, et en tout cas je parlerai pas au nom de la ferme si je le fais, mais il y a des choses, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a autre chose à penser que la prison. Voilà. Est-ce qu'on pourra un jour se passer de prison? Je ne sais pas, mais on pourrait être beaucoup plus créatif en tout cas. Et aujourd'hui, mais c'était l'introduction que tu as faite, mais sur le fait qu'on a du mal à dégager nos imaginaires de la prison et qu'on ne pense pas. La prison n'est pas devenue une peine capitale qui a remplacé la peine de mort. La prison est devenue, a pris toute la place. Voilà, on n'a pas redescendu l'échelle des peines, on n'a pas inventé autre chose. Peut-être quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose sur la nécessité de la prison. Axel a toujours quelque chose à dire. Et César a quelque chose à dire s'il y a le temps. Dire que moi, j'ai été contrôlé à la gendarmerie il n'y a pas très longtemps, ce qui est normal. Parce qu'il ne faut pas croire, on n'est pas en placement extérieur et libéré, enfin comme ça. On a aussi des contraintes, c'est qu'on doit rendre compte à la justice. La justice nous demande de rendre compte. Et on y rend compte. On va à la gendarmerie, on signe un dossier de présence. Donc il ne faut pas croire qu'on est lâché comme ça, non. La justice fait son travail, il ne faut pas l'oublier aussi ça. Et puis aussi qu'on est obligé d'être condamné. Hein. On a fait une connerie, on assume. Les tribunaux sont là pour ça, ça a été inventé, il faut le faire. Et quand tu as une peine avant, enfin une liberté avant la peine, ça n'existera jamais. Parce que le gars, si vous lui donnez la liberté avant sa peine, il n'a rien compris. Si vous lui donnez sa peine avant la liberté, il a compris. Ou il n'a peut-être pas tout à fait compris. Mais il faut une peine, si. Justice soit rendue, justice soit faite. Ça, c'est normal. Mais la peine, c'est pas que la prison. Non, c'est pas que la prison, mais il faut y aller en prison. T'as fait une connerie, tu y vas. C'est tout. Voilà. César. Bah, moi, je voulais dire, on parlait il y a 5 minutes qu'il y avait l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Bah, moi, je sais de quoi qu'on parle, hein, parce que j'ai passé hier très peu. Bon, je peux pas te connaître, rien de tout ça, quoi, mais bon, comment que je pourrais dire ça? Il avait toute une caserne qui était arrivée à Moyenbry. C'est vrai, non mais bon, en fait, il y a plusieurs circonstances qui rentrent en jeu, c'est qu'il y a eu un nouveau JAP à Lens, et donc il a voulu un peu faire ses preuves et montrer de quoi il était, donc c'est tombé sur moi, enfin ça a failli tomber sur moi. Mais je passe pas une belle porte, je dirais, grâce à la ferme. Bon, j'ai fait un bon parcours, on va dire, en gros, quoi. Mais bon, ils le savent, je suis bien parfait, et c'est comme ça, mais bon. Moi, pour ma part, ça ne méritait pas de retourner en prison, surtout pour 2 jours. Quoi. Mais bon, voilà. La ferme nous soutient beaucoup quand même, malgré que le JAP avait décidé de me réincarcérer pour mes 2 derniers jours quand même. Mais ça s'est bien passé grâce à la ferme. Ça ne veut pas dire que le JAP il veut forcément nous remettre en prison et que la ferme elle va forcément nous lâcher, on va dire. C'est bien suivi. Voilà. Eh bien, un très grand merci à tous.